Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir parmi nous ce matin Monsieur Younes Sekouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences du Royaume du Maroc. Je vous propose de l'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillahi ashrafil mursalin. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je suis très ravi de prendre part à cette conférence et je félicite doublement Ibrahim et les organisateurs d'avoir relancé ce format qui est très adapté à une réflexion approfondie sur des sujets qui se posent de façon renouvelée aujourd'hui. Et deuxièmement, d'avoir choisi le thème qui est peut-être au cœur, et on va le découvrir au fur et à mesure éventuellement, qui est au cœur des défis auxquels les gouvernements sont confrontés dans une logique de transformation sociétale qui challenge les efforts et les politiques publiques. Vous avez posé une question de fond à travers un certain nombre d'axes. Vous avez parlé de financer la croissance et vous voulez parler également de la transition énergétique. Vous avez identifié l'axe du financement, vous avez identifié l'axe de l'investissement et de l'attractivité, vous avez identifié l'axe de j'ai un trou de mémoire sur le troisième axe. Non, de l'infrastructure, effectivement. Et il y avait un quatrième axe qui était celui de l'industrie et de l'énergie et du commerce. Voilà. En tout cas, dépendamment, c'est un sujet qui peut être approché de plusieurs façons. Moi, je viens avec quelques questions que l'on se pose aujourd'hui quand on imagine les politiques publiques, et naturellement avec la réponse qui est de ce gouvernement aujourd'hui, et des insuffisances et du perfectionnement dont on doit, je dirais, faire preuve. La question fondamentale, quand on parle croissance, est naturellement croissance versus développement, et quid de l'inclusion, et qu'est-ce qu'elle apporte, cette croissance? Nous avons vu l'effort qui a été fourni au sein du nouveau modèle de développement. Nous voyons les politiques gouvernementales, il y a toujours des difficultés à ce que la croissance réponde. Toujours, d'abord, est-ce qu'elle ait lieu, compte tenu des soubresauts de l'économie mondiale, et vous en avez parlé, Monsieur le Président, dans votre mot, mais également, une fois elle a lieu, comment elle se déploie, quelles sont les personnes qu'elle laisse de côté, et est-ce qu'elle agit profondément sur la topologie du pays et sur son infrastructure, je dirais, économique et sociale. Et nous sommes devant trois choix, globalement. Nous avons un choix d'une politique fiscale qui optimise les ressources, qui va chercher dans les niches qui n'auront pas été explorées jusque-là, parce que financer la croissance, c'est aussi financer l'inclusion qui découle des fractures que peut apporter la croissance. Et donc, le choix de la fiscalité, je pense que notre pays a été précurseur dans ce domaine-là, les assises fiscales, un plan qui est très clair et un effort important que l'on retrouve ces 2 dernières années, malgré une croissance qui n'a pas été forcément celle que nous aurions souhaité. D'ailleurs, c'est dans le monde entier. Après, nous poserons la question, que doivent financer les ressources publiques? Parce que collecter, c'est un sujet, et allouer est un autre sujet. Est-ce que ces ressources, est-ce qu'elles devraient financer l'État social, la paix sociale, qui est l'un des piliers d'une croissance durable, d'un cadre macroéconomique stable et d'une stabilité politique, tout simplement? Est-ce qu'elle doit financer l'infrastructure, les investissements, les choix économiques? Et donc, ce trade-off, cet arbitrage, est le boulot, le job d'un gouvernement.
toujours dans le financement, est-ce qu'il ne faut pas recourir à la dette aussi, en partie, pour pouvoir financer des ambitions importantes? Beaucoup de pays, dans leur modèle, ont choisi aussi un recours modéré à la dette qui s'explique, se justifie. Ce n'est pas ce que je défends personnellement, mais je vous dis, c'est une option sur la table. Nous avons également le choix des nouveaux types ou des financements innovants, et notamment des partenariats publics-privés. Parce qu'imaginons, effectivement, que l'effort en matière de fiscalité serve à financer les besoins de la population, les besoins sociaux, qui sont importants pour qu'il n'y ait pas de fracture sociale, naturellement, le reste, tous les grands investissements, budgétivores d'ailleurs, ne pourront mathématiquement faire l'objet d'un financement exclusivement public. Et donc, dans la théorie du financement de la croissance, il s'agit de mettre sur la table l'ensemble des options. Je suis peut-être réducteur, nos spécialistes vous diront plus, mais je voulais juste illustrer la question de la décision politique et du choix politique à faire. Et dans les années à venir, ces questions se poseront avec beaucoup plus d'acuité. Nous avons un bel exercice au Maroc qui est celui de la Coupe du Monde. Vous savez, il n'y a aucun pays qui est sorti bénéficiaire d'une Coupe du Monde. Mais nous avons cette ambition lancée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour que nous donnions un exemple différent et nous soyons au rendez-vous de la Coupe du Monde, non seulement en tant qu'événement sportif, et naturellement c'est un objectif de premier plan, mais également en tant que dynamique de transformation de la société avec tout ce qui en découle. La deuxième question que vous avez posée est celle de l'attractivité et celle de l'investissement. Oui, pour être attractif, il y a des réformes importantes. Vous ne pouvez pas être attractif du jour au lendemain en lançant une stratégie ou en ayant une vision programmatique. Ce ne sont pas les programmes que lance un gouvernement qui rendent le pays attractif. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est d'abord une stabilité macroéconomique. Et nous avons réussi, grâce au travail du gouvernement, à maîtriser les ingrédients de la macroéconomie. Nous avons réussi à diminuer l'inflation, nous avons réussi à maîtriser les déficits. Cela n'a pas été simple, parce qu'il a fallu, en faisant cela, financer, et je reviendrai sur ce point à la fin, financer l'État social et financer la paix sociale dans ce pays. Nous avons, pour l'attractivité naturellement, le monde des politiques, je dirais, des incentives. Nous avons monté, nous avons pu sortir une charte de l'investissement. Elle est relativement jeune dans son exercice, mais nous l'avons parachevée tout dernièrement avec la composante qui manquait, qui était celle de la très petite et moyennes entreprises. C'est dire que nous orientons l'effort d'appui et de soutien à l'investissement aux IDE par la force des choses, mais également aux très petites et moyennes entreprises qui ne sont pas forcément des FDIs. La question de l'attractivité est également une question de talent, est une question également de process, de capital immatériel dans le pays, est une question de justice. C'est aussi une question de fluidité de l'administration. C'est aussi une question de diminution ou d'éradication de la corruption. C'est tout cela à la fois. Je pense que nous avons quelque chose dans ce pays. Nous avons d'abord une vision de Sa Majesté, nous avons une action du gouvernement et nous avons une pleine conscience des acteurs. Par la force des choses, il y a énormément de sujets sur lesquels nous avons encore besoin de faire des efforts et c'est l'objet de la compétition politique parce que la beauté dans le processus, c'est qu'il y a une compétition qui alimente les alternatives et les choix pour pouvoir faire avancer le pays. La question des infrastructures est importante. Et là, je vais faire le lien avec l'énergie. Les investissements attendus pour la transition énergétique que nous avons enclenchés
entre autres à travers une offre hydrogène, nous avons des objectifs de multiplier par 3 et par 5 les investissements dans le réseau et les investissements dans les infrastructures. Multiplier par 3 et par 5 est un effort colossal. Les emplois attendus sont de l'ordre de 400 000. Mais au-delà des emplois attendus, c'est un mode de fonctionnement de la société qui est attendu. C'est le fait de rentrer dans une nouvelle économie qui est attendue. Elle ne se fait pas que par le digital, elle se fait aussi par les énergies propres. Et le défi que nous avons d'être parmi les first movers pour pouvoir accéder à cette énergie bas carbone et à coût raisonnable, avec un modèle économique qui se tient, n'est pas un défi simple. Parce que, au-delà de ce que peut faire une impulsion gouvernementale, il s'agit aussi de pouvoir prévoir les bons investissements à temps, faire les bons choix technologiques et faire tout cela à l'échelle. Je pense que le Maroc s'est déployé très tôt grâce à la vision de Sa Majesté et nous sommes en train de voir aujourd'hui des transformations majeures qui sont rassemblées dans des dynamiques plus grandes comme l'initiative transatlantique de Sa Majesté qui pose un cadre géopolitique plus large qu'une volonté intrinsèque d'un pays ou d'un gouvernement ou d'une nation et qui va à la rencontre des intérêts du continent et qui sont des intérêts, Dieu merci, convergents. Je finis par le sujet du trade, du commerce et de l'industrie. Vous l'avez cité, Monsieur le Président, l'industrie a été l'un des chevaux de bataille, si je puis m'exprimer ainsi, pour notre pays. Nous avons pu, en 15 ans, avoir 3 plans pratiquement, multiplier notre production et par conséquent aussi nos exports. Aujourd'hui, l'industrie automobile dépasse les industries chimiques et parachimiques, ce qui relevait du rêve, il y a une dizaine d'années. Et nous nous sommes implantés de façon solide, avec des écosystèmes qui fonctionnent, où il y a un peu de tout. Et nous avons une politique industrielle au Maroc, avec des politiques de contour en matière de ressources humaines, de formation professionnelle et d'appui à l'emploi. Cette politique a donné des résultats tangibles sur les indicateurs macroéconomiques, sur l'affichage du Maroc sur la scène internationale, et le plus important, c'est que ce dispositif, ce système, ce modèle est maroco-marocain, il est donc par définition africain, mais dont l'ouverture naturellement est le partenariat avec nos partenaires du Nord. Mais la question qui se pose à ce stade, que devient le consensus de Washington? Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, le monde avait voulu, il y a peut-être 2 décennies ou un peu plus, que les choses soient organisées d'une certaine façon, que des pays soient de bons élèves pour pouvoir apporter des réponses précises par rapport à la question du cadre macroéconomique, par rapport à la question de la politique monétaire, par rapport à la question de la politique commerciale. Et nous avons, par rapport à la déréglementation et la dérégulation, ce sont les 4 grands sujets. Eh bien, nous avons fait le travail. Nous avons commencé à la fin des années 90 de la déréglementation, la dérégulation. Nous avons dégrossi le mammouth, comme on dit. Nous avons fait, deuxièmement, une politique commerciale assez courageuse, avec une centaine de zones d'accords de libre-échange. Parce que si vous voulez fonctionner, il faut exporter. Si vous voulez exporter, il faut avoir des accords avec les gens. Il faut dialoguer, ce n'est pas toujours facile. Et nous avons travaillé sur notre politique monétaire et vous avez vu les différentes mesures qui portent sur le dirham, sur la valeur, sur sa flexibilité et sur, par conséquent, sa résilience et ce que nous proposons à l'échelle monétaire internationale. Mais vous avez vu naturellement qu'il y avait aussi des changements, ou qu'il y a des changements en cours sur la scène internationale sur le plan du commerce. Or, c'est le commerce qui régit principalement et de façon première les relations entre les nations, parce que si vous ne pouvez pas commercer,
les équations économiques tombent toutes pratiquement à l'eau. Et donc nous avons de vrais challenges, surtout pour des pays de notre taille ou de nos tailles respectives. Car quand les règles à l'international deviennent plus contraignantes pour des raisons géopolitiques évidentes de nos jours, des pays émergents à revenus intermédiaires ne sont pas tout à fait à l'aise parce qu'ils doivent redoubler d'efforts, trouver des marges de manœuvre au-delà des règles communes, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce, même si nous y sommes et nous y croyons, mais il va falloir faire plus que ce qu'offre le cadre international en matière de visibilité et de lisibilité sur le plan du commerce international. Et donc c'est un nouvel axe qui se rajoute à la réflexion de tout gouvernement, de toute politique publique, avec beaucoup d'acuité pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, choisir les créneaux, les positionnements, le mix des investissements, tout cela conjugué à un effort géopolitique important qui aujourd'hui est celui qui drive l'économie internationale et non l'inverse. Je finis, mesdames et messieurs, par un message de projection et d'espoir pour nos nations et nos pays. Nous avons des populations qui aspirent à un niveau de vie meilleur. Pour la nôtre, par exemple, un pays très dynamique qui fait face aux crises internationales, qui fait face aux défis qui se posent pour le développement, pour la croissance, nous retrouvons forcément des histoires pas toujours très sympathiques, pas toujours très agréables sur le plan humain. Nous pouvons retrouver de l'exclusion, nous pouvons retrouver du chômage. Pour ce gouvernement, par exemple, nous avons pris 2 décisions majeures. Il y en a beaucoup, mais 2, si je n'en devais retenir que 2. La première a été de mettre en place un cadre qui promeut la stabilité et la paix sociale. Nous avons lancé un dialogue social et nous commençons à cueillir les résultats de ce dialogue social avec une capacité à se réformer. Un pays qui veut financer la croissance, un pays qui veut avoir un ancrage dans la nouvelle économie doit avoir la possibilité de se réformer. Si vous êtes en démocratie, vous ne réformez pas comme vous le voulez. Vous le faites avec les autres. Et le dialogue social est l'un des instruments, au-delà naturellement de la médiation politique, qui permet de le faire. Nous avons dernièrement pu voter une loi historique dans notre pays, qui est la loi qui fixe les conditions et modalités d'exercice de droit de grève, qui a attendu pendant 62 ans. Et nous partons dans un voyage de réforme sur les 6 prochains mois pour pouvoir apporter des transformations importantes avec les partenaires sociaux dans le domaine du travail, de l'emploi, des syndicats, de la justice et bien d'autres. À côté de cette capacité à réformer, il va falloir faire des choix, c'est par cela que j'ai commencé, c'est par cela que je finis, en matière d'allocation de nos ressources et de priorité. Si notre pays a pu mobiliser plus de 10 milliards de dollars additionnels chaque année pour financer l'État social, à travers la couverture sociale, à travers les aides sociales directes, à travers le dialogue social et la réforme d'un certain nombre de secteurs, sans avoir, le moment où nous avons pris cette décision, nous n'avions pas forcément les bonnes projections au niveau des finances de l'État. Si nous avons pris cette décision, c'est parce que nous croyons aussi en notre pays, en notre jeunesse et en notre capacité à relever les défis ensemble. Et Dieu merci, nous sommes en train de retrouver aujourd'hui, grâce au travail de beaucoup de personnes, grâce au travail de beaucoup de partenaires, nous sommes en train de cueillir les résultats de ce courage politique et de ce pragmatisme, mais également de cette foi dans la jeunesse, dans notre pays et du modèle africain. Merci, mesdames et messieurs.
Merci, Monsieur le Ministre, pour votre allocution d'ouverture, des choix à faire, des arbitrages. Vous avez soulevé plusieurs questions clés qui ne manqueront pas de guider nos conversations. La question de la croissance et comment elle se déploie. Est-ce qu'elle agit à tous les niveaux du pays? La question de l'inclusion, bien évidemment, les arbitrages à faire en termes de fiscalité, de recours ou pas à la dette, les programmes d'investissement, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la question des infrastructures qui est forcément reliée à celle de l'énergie. Merci encore de nous avoir partagé votre perspective sur ces sujets clés.